Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons une personnalité que vous connaissez certainement, car lorsqu'au JT on parle de cybersécurité, c'est très souvent lui qui est invité pour expliquer ce qu'il se passe. Je veux parler de Jérôme Billois. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Jérôme, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à la cybersécurité ? C'est un long chemin qui commence il y a effectivement plusieurs années. En fait, au début, je me suis vraiment intéressé au réseau. Alors là, attention, on remonte aux années 94, 95, 96, quand on essayait désespérément avec quelques amis de faire marcher des réseaux IPX, SPX avec du BNC, des bouchons, des T, du câble coaxial. Enfin, cela parlera à tous ceux qui sont nés avant 1980, je pense. Et petit à petit, j'ai découvert tout ce monde du réseau. Ensuite, je me suis retrouvé à être administrateur du système informatique de mon lycée. En première, c'était Novel Netware. Et donc, on essayait avec mon prof d'informatique à l'époque de trouver comment on créait des groupes, des droits d'accès. Et finalement, tout ça m'a petit à petit initié à ce monde merveilleux du réseau et de la sécurité, parce que rapidement, il a fallu se connecter à Internet, se protéger des menaces externes. Et puis, voilà, c'est ça qui m'a orienté vers cette voie. Et quel a été ton premier job ? Alors en fait, je ne sais pas si tu comptes les stages ou pas dedans, mais j'ai commencé par faire un UT Télécom et Réseau, où j'ai commencé à travailler dans une petite PME où on montait des réseaux industriels. Les automates que je programmais et qu'on raccordait sur des réseaux alors qui étaient plutôt du RS432. La mémoire me trompe. Il y a 232. Il y a le 232, mais ça c'est le port série, mais tu as aussi celui qui marche sur le 400 quelque chose, ça reviendra certainement aux auditeurs, qui était plutôt sur une boucle de courant à l'époque. Ça remonte à tout ça. Donc voilà, la première action que j'avais, c'était ça. Je développais du code pour des automates sur des réseaux industriels. Ensuite, j'ai fait de l'intégration réseau et sécurité. Après mes études à l'INSA de Lyon, je me suis retrouvé à faire mon stage chez Telindus, qui parlera aussi aux plus anciens parce que ça a été racheté depuis. C'est là où j'ai vraiment, je dirais, mis le pied dans la cybersécurité parce que c'était l'époque où Telindus venait de racheter CF6. Alors, CF6 qui était un cabinet de conseil en cyber à l'époque qui était quand même assez célèbre, et j'ai eu l'occasion d'y faire mes premières missions de configuration de pare-feu, de déploiement de routeurs, de réflexion sur des access lists, etc. Et puis voilà, après j'ai continué en faisant un VIE chez Total, où j'ai travaillé au centre de trading en énergie, où j'étais responsable sécurité locale, à gérer toute la plateforme de pare-feu qui nous raccordait vers les différents services. Puis après, j'ai eu envie de rejoindre là où on faisait au cœur du métier la cyber. Parce qu'en fait, j'étais très bien dans les autres structures, mais c'était finalement des structures où, surtout chez Total, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est pas le cœur de métier de Total de faire de la cybersécurité. Et moi, j'adorais ça, j'étais passionné par ce secteur-là, et je voulais être quelque part où j'allais pouvoir essayer des choses, innover, tester, voir différentes situations. Et donc, je me suis dit, je vais rejoindre le monde du conseil. Alors, il a fallu que je l'explique à l'époque, parce que je quittais Total à Londres pour rejoindre une petite société qui s'appelait Solucom, dont le bureau était à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui ne faisait absolument rêver personne. Mais finalement, j'y suis allé, j'ai trouvé des gens super, et puis on a construit au fil du temps notre practice cybersécurité, parce que l'année prochaine, ça fera 20 ans que j'ai rejoint Solucom, qui est maintenant devenu Wavestone. Et qu'est-ce que tu fais chez Wavestone, exactement ? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça change tout le temps. Mais en vrai, je suis un des associés de la practice cybersécurité. On est trois à gérer quelque part l'entité cyber. Il y a plutôt une personne qui est sur les opérations, c'est Claire Carré. On a plutôt une personne sur tout ce qui va être développement business international, c'est Mathieu Garin. Et moi, je suis particulièrement en charge donc de tous les sujets autour de nos offres, du développement de nos savoir-faire, la communication, le marketing. Alors ça, c'est une des actions, parce qu'en vrai, mon quotidien, c'est quand même d'aider nos clients, qui sont les grandes entreprises, sur l'ensemble de leurs sujets cybersécurité. J'ai plutôt commencé sur des problématiques techniques au tout début. Ensuite, j'ai fait pas mal de gouvernance d'ISO 27, Hervé s'en souviendra. Et aujourd'hui, je suis plutôt dans les définitions de plans d'action, roadmap, stratégie, échange avec le COMEX, et j'interviens aussi sur de la gestion de crise, en pilotage de crise. Alors, comme tu l'as dit juste avant, tu
tu as une certaine expérience en cybersécurité. Quelle est ta vision de l'évolution de la cybersécurité sur, on va dire, les quelques décennies précédentes, entre justement il y a 20 ans et aujourd'hui? Le domaine a complètement changé. Faut voir qu'on est parti du monde du réseau, comme je l'évoquais, où en fait l'idée c'était d'arriver à se raccorder à Internet sans prendre trop de risques et sans exposer trop son réseau interne. Donc on a connu une grande phase autour de, je dirais, de l'interconnexion à Internet. Ça, je le mettrais dans les années 95 à 2000. À partir de 2000, on s'est rendu compte qu'il y avait des virus et des vers surtout. Peut-être que Blaster, Sasser, Nimda parleront aux auditeurs. Et là, finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait sécuriser l'infrastructure. Et puis ça nous a amené jusqu'à 2005, 2007, 2008, où là, en fait, on est passé de la sécurité informatique à la sécurité de l'information. Donc c'est là où justement on a commencé à construire les systèmes de management et où le RSSI a commencé à vraiment s'intéresser au métier de son entreprise, à essayer de trouver les périmètres les plus à risque et le traiter. Et puis ça a continué d'évoluer fortement sur ces différentes dimensions. Je pense qu'il y a une dimension qui s'est ajoutée, c'est la dimension réglementaire aussi au fil des années, qui est devenue de plus en plus forte, jusqu'à arriver, je pense, à une vraie rupture au début des années 2010, où là les attaques ont commencé à avoir une telle ampleur et justement un tel relais médiatique que le sujet a changé clairement et qu'il est devenu la cybersécurité comme on la connaît aujourd'hui, avec beaucoup plus de moyens, avec beaucoup plus d'attention et finalement avec un ancrage beaucoup plus fort dans les entreprises et même dans la société au sens large. Ce qui amène à nouveau à un complet finalement changement du métier autour de cette fameuse cybersécurité, où on va ajouter des dimensions autour de la gestion de budget qui deviennent très importantes, la dimension autour de la gestion des équipes avec plusieurs centaines voire milliers de personnes dédiées à la cyber dans les entreprises, et où au final le rôle du RSSI, qui bien souvent était au départ un expert du réseau, qui s'est mis à la sécurité informatique, et ça c'était il y a 20 ans. Maintenant, c'est vraiment quelqu'un qui doit être un manager, qui doit gérer des budgets, des équipes, savoir faire avancer des grands programmes dans son entreprise, savoir changer le quotidien des employés d'une entreprise. Et donc, c'est vraiment un métier très très composite et très complexe. C'est un peu le mouton à 5 pattes, 6 pattes, 7 pattes. Et justement, je pense que les bons RSSI aujourd'hui sont aussi des gens qui savent s'entourer de personnes qui ne sont pas que des gens de la cyber, et qui savent traiter de toutes les dimensions que requiert maintenant le métier. Et sans être devin, dans l'idée, comment est-ce que tu vois l'évolution de la cyber ? C'est une tâche compliquée, c'est une question compliquée évidemment. Personne ne peut justement être devin. En fait, je pense qu'il y a quand même des évolutions importantes qui arrivent au niveau même géopolitique qui font faire que le job va être encore de plus en plus compliqué. En fait, un des grands axes d'évolution qu'on voit aujourd'hui, et je trouve qu'il est franchement assez malheureux, c'est des grands blocs technologiques qui se referment les uns sur les autres. On le voit bien avec ce qui se passe avec la Chine, évidemment, ce qui se passe avec la Russie, mais aussi finalement des blocs qui s'opposent entre, par exemple, les États-Unis et l'Europe, où finalement nos réglementations font qu'à un moment, ce qu'on a essayé de construire depuis des années, c'est-à-dire des systèmes d'information mondialisés, sans couture, qui utilisent les mêmes services partout, et finalement qui sont plus simples à sécuriser, vont malheureusement être très éclatés et vont avoir des logiques de fonctionnement plutôt par plaque, avec des technologies qui vont être imposées comme étant différentes d'un point de vue réglementaire, avec des pratiques qui vont petit à petit diverger, mais avec un enjeu de niveau de sécurité qui va rester le même. Et donc les responsables sécurité vont aussi devoir s'adapter à ça et arriver à créer un monde où finalement ils vont utiliser pour sécuriser du Alibaba en Chine avec le pare-feu d'Alibaba dans leur data center chinois versus telle marque de pare-feu en Europe et telle autre marque de pare-feu aux États-Unis et tout ça finalement en essayant d'avoir quand même une vision globale du risque, ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué. Donc voilà, moi je vois malheureusement un axe de complexification par ce côté finalement découpage un peu géopolitique et puis découplage des systèmes d'information. Bon, puis après je reste positif, je vois quand même un axe d'amélioration, même si c'est extrêmement buzzword, à partir du moment où j'ai dit ça, vous savez de quoi je vais parler. On a quand même ce sujet de l'intelligence artificielle qui a un potentiel. On voit des applications qui sont quand même utiles dans un certain nombre de cas,
voilà, et qui, je pense, peut amener quand même une forme de simplification d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre d'actions et d'automatisation qui seront les bienvenues. Voilà, même si aujourd'hui c'est beaucoup de promesses et très peu de réalité, hein, soyons honnêtes, j'y crois quand même sur le long terme. Et excuse-moi, je reviens juste très rapidement sur ce que tu disais. Donc tu parlais d'Alibaba, d'acteurs aussi typiquement américains. J'emboîte juste un tout petit peu le pas sur le move to cloud, donc le fait de passer sur des providers, Microsoft, AWS, etc. Quelle est un petit peu ta vision là, de la gestion des vulnérabilités? C'est-à-dire, avant j'avais un produit, j'avais une CVE à laquelle je pouvais me référer. Maintenant du coup j'utilise des services cloud, où il n'y a plus nécessairement de CVE, où il n'y a plus nécessairement d'ID que je vais pouvoir en fait suivre, où il va y avoir des brèches qui vont avoir lieu. Et comment tu vois ça? Comment est-ce que tu perçois, on va dire un petit peu, ce nouvel usage et comment s'y raccrocher? Alors c'est à nouveau un sujet compliqué. Je pense qu'on n'a jamais trouvé la solution à la gestion des vulnérabilités, même sur tous les systèmes historiques. Quand je vois moi ce qui se passe chez les clients, il y a 9000 vulnérabilités critiques non corrigées, puis personne s'en tire, etc. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de startups talentueuses qui travaillent sur ces sujets-là pour les faire évoluer et avoir une meilleure visibilité et les bons processus pour mieux gérer, dont un des start-upers est d'ailleurs connecté sur le podcast. Mais je pense qu'effectivement le cloud amène surtout un partage des responsabilités encore nouveau et une vraie difficulté, enfin une vraie évolution dans les vulnérabilités. En fait, ce qu'on se rend moins compte avec le cloud, c'est que les vulnérabilités, ça devient des problèmes de droit d'accès. Et qu'en fait, les failles, elles sont dans l'IAM, elles seront toujours dans l'infrastructure aussi, mais qu'il y a beaucoup de failles qui arrivent autour de l'IAM, qu'on a encore énormément de mal à comprendre, et qui sont à la fois des failles de conception, de mauvaise utilisation de services, dans des paramétrages qui sont complètement abscons, c'est extrêmement complexe. Et en fait, on a un peu assis sur un baril de poudre, je pense, par rapport à ça. Et qu'on va découvrir petit à petit au fil des années, et on n'a encore pas, je trouve, la solution pour arriver à gérer justement ces différentes familles un peu de vulnérabilité que tu évoquais, qui ont des process de traitement et des manières de réfléchir même qui sont différentes. Bon, alors moi je passe sur le sujet pour lequel tu es présent avec nous aujourd'hui, ton livre. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur la cybersécurité? En fait, c'est une envie que j'avais depuis longtemps dans un coin de ma tête. Et puis j'ai eu la chance d'être contacté par Hachette, qui justement voulait faire un livre grand public pour décrypter les cyberattaques. Alors là, j'ai dit banco, parce qu'on sait qu'on a un vrai enjeu aussi pour finalement expliquer de manière non anxiogène le sujet au grand public et trouver des moyens aussi pour que eux finalement puissent progresser sur le sujet. Donc j'ai dit banco, mais j'ai dit banco à une condition, parce qu'il y avait vraiment la volonté d'Hachette de faire un livre sur les cyberattaques. J'ai dit oui, mais moi je veux aussi faire un livre sur la cyberdéfense. Et en fait, je veux faire un livre où on va parler de nos métiers, des métiers de la cybersécurité. Parce qu'en fait, on le sait tous, on a des difficultés de recrutement pour de multiples et diverses raisons. Il y en a aussi une, c'est parce qu'on a du mal à attirer un public large vers ces métiers-là. Et donc je voulais, voilà, par ce livre-là aussi éclairer sur les métiers et montrer la diversité et l'intérêt de tous ces métiers. Oui, alors c'est vrai que c'est pas un livre fait pour les experts en cybersécurité, parce qu'il est très accessible et en plus bourré d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples qui illustrent différentes périodes, différents grands événements de la sécurité, des bons comme des moins bons. Tu avais vraiment une vocation à essayer vraiment d'essayer de sensibiliser le plus grand nombre, ou en tout cas d'être accessible au plus grand nombre. Clairement, j'avais déjà participé en tant que co-auteur à plusieurs autres ouvrages, qui étaient plutôt des ouvrages de spécialistes à destination des équipes cybersécurité, sur du comment on fait ci, comment on fait ça, etc. Voilà, pour partager mon expérience terrain. Là, ce que je voulais, c'était vraiment arriver à expliquer finalement ce qu'il y a derrière notre métier. Et donc pour faire ça, on a réfléchi avec Hachette, avec qui j'ai eu des bons échanges tout au long du livre, mais finalement on s'est dit que c'est bien de repartir aussi de l'histoire, d'où est-ce que c'est parti la cybersécurité, d'où venaient les premières attaques, et puis comment finalement tout ça a évolué pour expliquer quelles étaient les trois grandes familles de menaces, évidemment en simplifiant un peu pour le grand public, entre les activistes, les cybercriminels et les États, et finalement décrypter ce que le grand public voit tous les jours dans les médias.
Parce que si on fait le parallèle, il y a 10 ou 15 ans, on parlait à peine de cybersécurité dans les médias. Maintenant, il n'y a pas une semaine sans qu'on nous dise tel hôpital a été attaqué, telle entreprise a perdu 10 millions de dollars, telle fuite de données gigantesque a eu lieu chez un tel ou chez tel autre. Et finalement, ça crée aussi une forme, je trouve, un peu de déluge d'informations qui peut avoir comme aspect négatif, déjà d'être très anxiogène, mais à terme même, deuxième aspect qui n'aide pas à comprendre ce qui se passe, ni comment agir, et troisième aspect même, ce qui est peut-être pour moi le plus négatif, c'est que finalement ça va désensibiliser aux cyberattaques. Et on le voit, la litanie des fuites de données, à force, maintenant le sujet des fuites de données, il y en a des grosses, c'est plus forcément relayé dans les médias, même dans les entreprises, ça n'a pas la même traction que ça pouvait avoir. Donc, il y a aussi une question de pénalité. C'est-à-dire que quand tu as une fuite de données et que tu n'as pas de pénalité, tu n'as pas d'amende, les clients ne sont pas sensibilisés ou les données qui vont fuiter ne vont pas émouvoir des clients. C'est pas la même chose quand on dit des données de santé ou des centaines de milliers de cartes bancaires d'un organisme sont disponibles. Ah oui. Et quand aussi la pression du régulateur, quand tu as des régulateurs dans certains métiers, la fuite de données a un impact. Et puis il y a les sommes d'argent aussi. Avant, quand on mettait de la lutte contre la fraude, c'est là-dessus qu'on revient, la cybersécurité a pris aussi beaucoup de développement parce qu'on l'associait à la lutte contre la fraude. Alors dans le monde financier, ça fait des années que c'est dans le cas, mais dans les autres entreprises, on voyait ça très loin. On disait, mais ma petite TPE, PME, est-ce qu'elle va avoir un impact ? Alors le rôle... Et elle se rend compte que quand elle se fait attaquer, 6 mois plus tard, elle dépose le bilan. Alors le rôle du régulateur, il est clé. Et il est fort, et aujourd'hui, les régulateurs, en particulier dans le domaine de la finance, ils secouent sacrément les structures qui régulent. Et je ne parle pas que de la France, à l'échelle européenne, internationale, à l'échelle mondiale. On voit ce que la SEC vient de sortir aux États-Unis avec l'obligation de publication de la stratégie cybersécurité dans les différents rapports annuels. On est vraiment sur des régulateurs qui vont très fort, très loin, et qui justement arrivent à faire bouger ces structures. Après, on a aussi beaucoup d'autres secteurs qui sont moins régulés. On a le fameux GDPR qui, quand même, régule énormément de choses autour des données à caractère personnel, mais qui amène aussi à beaucoup de révélations de fuites de données et qui, après, à l'échelle du grand public, peut aussi amener une forme, de lassitude ou en tout cas peut-être d'anesthésie à force. Donc, voilà. C'est le fait de répéter des menaces anxiogènes tous les jours. C'est comme le journal de 20 heures. Si on regarde le journal de 20 heures depuis qu'on est tout petit, on voit de la guerre, de la famine. Au début, on est extrêmement ému. Maintenant, malheureusement, c'est courant. On est en train de manger à table et on dit « Ouais, ok, super, il y a une guerre, il y a de la famine, etc. » Et sur la cybersécurité, quand on est avec les membres de COMEX ou avec des dirigeants, la première attaque où ils voient qu'il n'y a pas d'impact, on a aussi ce côté un peu lassitude et puis toujours de crier au loup. C'est un constat qu'on constate, et moi dans le livre, quand je l'ai lu, c'est quelque chose que j'ai vu, je retrouvais des scénarios que je voyais tous les jours. Ah oui, et donc c'était l'objectif aussi de détailler ces cyberattaques, d'expliquer d'où elles venaient, d'expliquer les attaquants qui étaient derrière et de faire des chapitres justement détaillés sur un peu leur organisation, leur philosophie, leurs moyens. C'était aussi pour passer au-delà juste du titre dans la presse, X millions de dollars a encore fuité, etc., mais d'expliquer quelle était finalement la logique, la mécanique derrière pour que tout à chacun le comprenne, puisse prendre un peu de recul, puisse comprendre aussi finalement les attaques qui peuvent le toucher lui-même. Voilà. Alors personnellement, moi je pensais que le livre était, je le voyais pour une population plutôt, on va dire, d'adultes, et en fait je me suis rendu compte en le passant à un de mes jeunes que finalement c'est très intéressant aussi pour les étudiants, parce qu'en fait justement comme tu disais, il y a un côté à la fois historique, explication des attaques, de plein de choses, et ça permet d'avoir une vision assez haut niveau mais assez large finalement de tout le domaine de la cybersécurité et presque comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Alors le livre il a vraiment été écrit dans une logique où justement il y a un cadre un peu qui explique de manière théorique mais complètement accessible les grands principes, et puis effectivement il est agrémenté de très nombreuses histoires
c'est les retours que j'ai pu avoir qui rendent la lecture assez facile, parce que justement tu peux aller d'histoire en histoire, et qui marche même, le retour que j'ai eu, les personnes les plus jeunes qui ont adhéré au livre avaient entre 11 et 12 ans, s'ils s'intéressaient déjà au numérique, ils lisaient les petites histoires et ça les intéressait finalement. Mais effectivement, je pense en tout cas il a été écrit plutôt pour aller de 20 ans à 99 ans, voire au lycée aussi. Voilà, mais ça a l'air d'être plutôt accessible. C'est toujours un énorme boulot d'écrire un livre. Ça t'a pris combien de temps ? Comment tu t'y es pris ? Comment tu as pu consacrer du temps à ça en parallèle à un travail très prenant ? Comment t'as fait ? Alors ça, c'était mon frein numéro 1. Et mon problème numéro 1. Et quand j'en ai parlé avec Hachette, je leur ai dit tout de suite, mais comment font les autres auteurs ? Parce que voilà, moi j'ai un boulot à temps plein. Ils m'ont dit, c'est simple, ils écrivent le soir et les week-ends. Alors, moi je leur ai dit, j'ai la chance d'avoir 2 enfants en bas âge, donc le soir et les week-ends, c'est moins calme que la journée. En tout cas, en volume sonore et en activités diverses et variées. Donc là, Hachette m'a trouvé une solution. Ils m'ont proposé de partir avec un co-auteur, qui, vous le verrez, est sur le livre, avec qui on a vraiment travaillé main dans la main. Il s'appelle Nicolas Cougo. Il a un profil qui était vraiment incroyable, parce que c'est quelqu'un qui à la base est docteur en biologie. Il a fait pas mal de retraitements de données, etc. Donc dans la phase de sa thèse, il a beaucoup travaillé sur du Java. Il a développé du code en Java pour pouvoir faire du traitement de données, etc. Donc ça lui donnait une base technique. Mais c'est aussi quelqu'un qui a décidé un jour de tout plaquer et qui est devenu journaliste sportif. Et donc en même temps, il a cette capacité à être très grand public. Et ce que j'ai adoré en travaillant avec lui, et je le remercie pour toutes les heures qu'on a passées ensemble, c'est qu'il ne dénaturait pas du tout la manière dont on travaillait ensemble. Et que je me retrouvais vraiment dans ce qu'il écrivait, parce que comment est-ce qu'on a procédé très opérationnellement. En fait, le livre, je l'ai pris avec Nicolas vraiment comme je prends une mission de conseil avec mes clients. C'est-à-dire, on s'est mis en mode, moi je fais un peu le chef de projet, lui il est un peu le consultant. Tous les lundis matins, on passait 2 heures ensemble. J'ai ressorti 20 ans de slides avec toutes mes conférences, tout ce que j'avais pu raconter à gauche à droite. J'avais fait un plan hyper détaillé. Et donc, tous les lundis matins, pendant 2 heures, je lui expliquais des choses. On enregistrait, et derrière, il faisait le gros œuvre de retranscription. Et moi, je faisais toutes les finitions pour reprendre, remettre un peu à ma sauce, etc. Et on a donc travaillé comme ça sur le travail d'écriture pendant 9 mois, avec une fréquence hebdomadaire et aussi des phases plus intenses, alors cette fois-ci effectivement nocturnes, pour arriver à réassembler tous les morceaux du livre, parce qu'on rédigeait chapitre par chapitre, puis vous imaginez bien qu'à la fin, il y a un peu des incohérences, on a beaucoup d'éléments, donc il y a eu pas mal quand même de séquences nocturnes pour arriver à remettre tout ça au carré et donner vraiment une fluidité à l'ensemble de l'ouvrage. Donc ça, c'était les 9 premiers mois, et puis les 3 derniers mois ont été passés avec les équipes d'Hachette sur les différentes phases de relecture, mais aussi avec l'illustrateur. Donc là, on est en audio, on le verra pas, mais le livre a été illustré par un illustrateur qui justement s'est bien inspiré du sujet aussi. On voulait un livre très graphique pour justement attirer le grand public, que quand il le feuillette dans les rayons des supermarchés, des grandes surfaces spécialisées, finalement il voit aussi ce qu'il y avait derrière le texte. Et donc voilà, ça a pris 3 mois. Et en gros, c'était un projet d'1 an, quasiment jour pour jour, entre la page blanche du premier jour et le PDF final qui part chez l'imprimeur. Donc les 2 points clés, c'est quand même l'éditeur qui a vraiment joué son rôle en fournissant en quelque sorte un co-auteur que tu aurais sans doute jamais trouvé par toi-même. Et puis après, moi, l'autre élément que je retiens, c'est quand même d'avoir la base documentaire de départ avec 20 ans de dizaines et dizaines, voire centaines de transparents qui retracent tous les sujets sur toute l'activité. Donc il ne faut pas perdre toutes ces présentations, même celles d'il y a 20 ans. Tout à fait, je vais faire une petite anecdote qui plaira aux membres du Clusif, et je sais qu'avec Hervé, on y est les deux, c'est qu'il y a une conférence au Clusif qui s'appelle le Panorama de la cybercriminalité, qu'on fait tous les ans en janvier. Eh bien, je peux te dire, Hervé, que j'ai repioché dans certaines des présentations que j'avais fait il y a 10 ans, ça doit être les premières fois où j'avais participé au Panocrime, et elles avaient toujours du sens, et ça me faisait même plaisir quelque part de les retrouver. Et maintenant, Jérôme, comment est-ce que tu vois la suite ? Alors la suite de quoi ? La suite du livre, la suite de...
Est-ce que tu vas réécrire déjà un second tome? Oui, voilà, la suite en tant qu'auteur de livre. Alors, écrire un livre, ça a été pour moi une aventure énorme, qui a quand même demandé énormément d'énergie. Et donc là, pour l'instant, je suis plutôt en train de digérer le premier. Et je ne sais pas combien de temps je mettrai à le digérer. Et surtout, je me sens pas être un serial auteur et sortir des livres tous les ans. Je pense que j'aurai quand même toujours cette envie-là, à partir du moment où on aura connu des changements importants en cybersécurité qui peut-être nécessiteront à nouveau de faire un ouvrage grand public qui décrypte ce qui se passe autour de nous. Donc à mon avis, c'est pas avant 5 ans pour retrouver de la matière, retrouver des nouvelles choses à dire, et puis qu'il y ait eu suffisamment de changements pour pouvoir les expliquer. Alors Jérôme, dans le livre, effectivement, il y a toute une partie qui parle plutôt du côté défense plus qu'attaque. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, c'était une volonté forte de mon côté, d'expliquer les métiers de la cybersécurité, de donner envie. Et donc, parce que c'est difficile aujourd'hui d'expliquer son métier. En tout cas nos métiers, parce qu'on fait des choses quand même qui parfois peuvent paraître un peu abscons, paraître complexes, etc. Donc là, l'idée, ça a été d'inventer une société virtuelle qui est un fabricant de voitures, parce que je me suis dit, ça, tout le monde voit bien une voiture, ce que c'est, tout le monde voit bien que maintenant la voiture, elle est connectée. Et donc, j'ai créé des mini-personnages dans un petit cahier à l'intérieur du livre, un petit cahier gris qui reprend des personnages, et donc je parle du responsable cybersécurité, mais je fais pas une liste à puce de ce qui fait. Ça, c'est bien pour le guide de l'ANSSI, que d'ailleurs j'ai participé aussi, mais ça s'adresse pas du tout à la même population. Là, j'ai essayé d'écrire finalement c'était quoi son objectif, c'était quoi ses attentes, quel était le dernier défi qu'il avait relevé, pour essayer d'humaniser à chaque fois les métiers. Et donc j'ai traité une 20aine de métiers dans l'entreprise. Les métiers, effectivement, de la gouvernance, de la protection, de la défense, de la réaction. Et il y a aussi plusieurs métiers qui sont un peu des nouveaux métiers de la cyber, entre guillemets. On va parler des journalistes spécialisés en cyber. Maintenant, il y en a de plus en plus. On voit quand même que la BBC, CNN, ils ont des journalistes dédiés au cyber. C'est des choses qui n'existaient pas quand même il y a quelques années. Tous les métiers du juridique. Alors, les avocats, ça fait quand même longtemps qu'il y en a qui s'occupent des sujets du numérique, mais au niveau du parquet, par exemple, au niveau de la police, de la gendarmerie, au niveau même maintenant du Quai d'Orsay, on a quand même des gens qui sont spécialisés en diplomatie cyber. Et donc voilà, j'ai essayé de mettre tous ces métiers-là dans le livre pour que quelqu'un qui soit en train de faire des études, je sais pas, de géopolitique internationale se dise « Ah mais oui, moi aussi, je peux faire de la cyber en rejoignant une équipe au Quai d'Orsay et en faisant de la diplomatie. » Et mine de rien, on en a quand même besoin aussi, même dans nos aspects plus techniques, dans nos entreprises au quotidien, parce qu'on sait bien que le volet géopolitique, il impacte énormément la cyber. Donc voilà, c'était... On a un nom qu'on utilise énormément, c'est l'intelligence économique. Oui, effectivement aussi. C'est les postes qu'on commence à voir ouvrir dans des entreprises commerciales, alors qu'elles étaient réservées à certains secteurs d'activité, dont la défense. Et alors, si on serait un petit peu provocateur, on dirait du renseignement, mais c'est surtout de la connaissance par rapport au marché où on va s'implanter, la menace potentielle qu'on peut avoir aussi bien sur un plan sûreté que cyber, de dire si j'installe des systèmes avec de la haute technologie dans tel environnement, est-ce que j'ai des risques ? Et c'est quelque chose qui, c'est vrai, est un petit peu plus mis en lumière. Ça a toujours existé, mais pas aussi généralisé qu'on le voit dans les offres d'emploi aujourd'hui. Clairement. Ouais, c'est une lecture que je partage avec toi, et avec vous tous. Mais... Je partage la lecture du fait que l'intelligence économique est de plus en plus visible et que finalement elle mélange aussi de multiples pratiques, de multiples métiers aussi de son côté. Ce qu'on voit, c'est que les cybercriminels, ils deviennent eux aussi de plus en plus multicanal quelque part, et qui sont capables d'appuyer sur des points de faiblesse de différentes natures, que ce soit de la sécurité physique, de la fraude, de la sécurité logique, justement du social engineering, voire de l'intelligence économique. Et en regard, ça amène aussi à se dire que que les métiers de la cyber, ils doivent encore plus s'élargir. Et on voit clairement un mouvement quand même dans le domaine, et en particulier dans la finance, avec une concrétisation via les fusion centers, où on va avoir des équipes de surveillance qui mélangent le cyber pur, la sécurité physique, la fraude, l'analyse de la menace, pour croiser tout ça. Et puis aussi des mouvements où on a de plus en plus de proximité entre des fonctions cyber pures, des fonctions de résilience opérationnelle, de sécurité physique, d'aller pour les RSSI petit à petit vers des postes de Chief Security Officer.
avec des mouvements qui sont quand même très bien entamés dans les pays anglo-saxons et qu'on voit arriver en France. Donc je pense voilà dans le futur, clairement le sujet prend de plus en plus d'ampleur, mais il faut aussi qu'on apprenne à le traiter de manière de plus en plus large aussi. Donc c'est une combinaison. Je crois, Jérôme, qu'on vient de te donner l'index du 2e tome. Tu n'as plus qu'à... Voilà, ça pourrait peut-être être un tome futur. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées pour le futur. D'ailleurs, je conclus le livre avec plusieurs scénarios possibles du futur. Scénarios qu'on avait aussi coécrits dans un groupe de travail du campus cyber avec AXA et que j'ai remis dans le livre. Donc des scénarios d'évolution du contexte, de la menace. Maintenant, on va voir comment s'organise la réponse dans le futur. Et puis effectivement, peut-être qu'il y aura un 2e tome avec comment la réponse se sera organisée d'ici quelques années. Alors Jérôme, est-ce que tu voudrais bien porter le mot de la fin ? Le mot de la fin, ça pourrait être bonne lecture à tous, si vous avez envie de découvrir le livre. Et le retour que j'ai eu pas mal et qui m'a peut-être quelque part le plus touché, c'est finalement justement des gens du secteur qui n'ont pas forcément à apprendre énormément de choses dans le livre, parce que c'est une synthèse de tout ce qu'on a tous vécu sur ces dernières années, mais qui finalement l'ont fait lire à leur famille, à leurs amis, à leurs enfants, et qui finalement leur ont permis aussi d'éclairer ce qu'ils faisaient au quotidien et de rendre leur métier plus concret. Donc je pense que si ça peut au moins amener ça, je serais déjà très content. Rappelle le titre ? Alors le titre, c'est Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale, aux éditions Hachette. On peut également rappeler que le livre a été préfacé par Guillaume Poupard. Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci à tous. Vladimir ? Oui. C'est l'heure de la Minute Fail. Et oui, alors je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le but n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Donc avec mon entreprise, nous faisons les tests d'intrusion automatisés en continu et en permanence, et pour un client, un nouveau site a été détecté, c'était un WordPress. Assez ancien, il était vulnérable à une vieille vulnérabilité CVE datant de 2 ans qui permettait d'avoir une exécution de code à distance d'authentification, donc assez critique. Donc la vulnérabilité est publiée sur le portail de notre solution avec la criticité info. Donc quelques minutes après, le client modifie la criticité en la mettant en critique et nous appelle. Alors avec un ton très très énervé, il nous dit oui, nos experts nous indiquent que la vulnérabilité est critique et permet une exécution de code à distance. Comment c'est possible que la solution l'ait mis que en info? C'est inacceptable. Alors effectivement, son code CVSS, son score CVSS est de 10 sur 10, mais en réalité, la vulnérabilité, elle est totalement inexploitable, malgré tous les articles et quelques codes d'exploitation qui ont été publiés sur GitHub. En fait, elle n'est pas exploitable. Donc nous l'avons expliqué au client, qui a fini par comprendre, s'excuser de son comportement, et puis qui l'a remis en info. Donc voilà, c'est un peu fail de la part de l'équipe sécurité qui a un peu mal qualifié la vulnérabilité et a un peu surréagi. Et du coup, vous avez fait modifier le score ? Alors, je ne pense pas, mais par contre, on va publier un article sur le sujet. Oui. Merci Vladimir pour cette Minute Fail. Merci Jérôme d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.